téléspectateurs, téléspectatrices de Mali Konafoni Web TV, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des Mali Débat avec l'une des personnalités, et pas le moindre, monsieur le ministre Moustapha Diko, qui n'est plus à présenter. Vous savez, c'est un membre influent de la scène politique malienne. Et avec lui, nous allons essayer de décortiquer en tant que soit peu et donner son point de vue sur l'actualité qui, actuellement, au Mali, tout le monde sait. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, merci de nous avoir reçus avec beaucoup de gentillesse à domicile. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Et comme nous le disions, monsieur le ministre, le Mali vient de connaître des moments de troubles avec le moment de contestation, le moment du 5 juin, RFP, qui a conduit à ce qu'on peut dire la démission, parce que la grande muette, comme on dit, les militaires se sont invités sur la scène, poussant le président de la République, ou l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à démissionner. Et comment aviez-vous accueilli vraiment cet événement? Merci beaucoup, merci de me poser cette question. Il y a eu un grand mouvement, le M5, qui a canalisé les frustrations, les mécontentements, les problèmes de la population malienne et qui, dans un désir de changement de politique, s'est mobilisé longtemps, s'est mobilisé très très fortement pour pouvoir changer la politique. Et en face, la réponse adéquate n'est pas venue, le changement attendu n'est pas venu, et la volonté populaire d'en finir avec la politique en vigueur a été tellement forte qu'il n'y avait plus, je pense, possibilité de dialogue entre les deux camps. La population mobilisée derrière le M5 RFP et le pouvoir qui entendait garder le pouvoir. Et on était dans une impasse. L'impasse a abouti à ce que vous dites et que les militaires eux-mêmes ont appelé parachèvement de l'action du M5 RFP, que d'aucuns appellent coup d'État parce que la tête de l'État est quand même tombée. Toujours est-il que il y a eu le changement qui était attendu, au moins de la politique qui était en vigueur, changement qui était attendu parce que les conditions de notre pays sont extrêmement difficiles et depuis de longues années. Donc je pense que c'est ce qui a abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, une situation où la population civile s'est mobilisée de Caille au moins jusqu'à Gao. La population s'est mobilisée et elle était déterminée. Et à l'extérieur aussi, elle était déterminée. Elle était déterminée à apporter le changement. Pour moi, c'était le changement de politique. Pour d'autres, c'est un autre changement. Mais elle était déterminée. Déterminée jusqu'au sacrifice ultime. Parce que nous nous souvenons très bien de ce qui s'est passé à Sikasso, où les forces de l'ordre sont intervenues, où il y a eu des tirs à balles réelles. On sait très bien ce qui s'est passé à Caille, où il y a eu des tirs à balles réelles. On sait très bien ce qui s'est passé à Bamako, et même dans les lieux de culte. On sait très bien ce qui s'est passé et nous condamnons cette tuerie-là et nous demandons à ce que toute la lumière soit faite sur cette tuerie-là. Parce qu'un pays démocratique ne peut pas s'accommoder de tirs à balles réelles sur sa population. Voilà.
Donc, c'est dire que c'était prévisible ce qui est arrivé. En un mot, comme on le dit tantôt, vaut mieux un coup d'État pour rétablir l'ordre que du désordre qui peut causer le chaos. Monsieur le ministre, nous savons que vous êtes parti à Déma, si je ne me trompe pas, et que vous êtes de la majorité présidentielle. Ce qui signifie que vous êtes aussi également dans la gestion du pouvoir avec le président de la République. C'est dire qu'il n'écoutait pas vos conseils ou bien vous n'arrivez pas du tout à lui faire passer. Je suis du parti ADEMA, vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé, je pense que est lisible. C'est-à-dire que la politique qui était en cours ne correspondait pas aux attentes du peuple, aux attentes de la nation malienne, ne correspondait pas à ce que demandait la crise que nous traversons depuis plus de 10 ans. Parce que depuis moins de 2011, nous sommes un pays attaqué, nous sommes un pays envahi, nous sommes un pays où les populations ont été déplacées, où les populations ont été tuées, où les populations ont été décimées, où les populations sont réfugiées, ou à l'extérieur, ou même dans certaines grandes villes, dont Bamako par exemple. Donc, il est clair que ce qui se passait n'était pas le souhait des populations, et les populations ont voulu en finir. Les populations ont voulu en finir. Est-ce qu'on n'écoutait pas les partis politiques? Ou est-ce que les partis politiques ne faisaient pas les bonnes propositions ou ne faisaient simplement pas de propositions? Honnêtement, le résultat, en tout cas, est là. Le résultat est là, très, très politiquement parlant, c'est diplomate de la part de M. le ministre. Je pense que notre stagiaire a une question pour M. le ministre avant que nous... Bien sûr. Okay. Je salue également nos chers téléspectateurs. Et Monsieur le ministre, avec tous mes respects, est-ce que vous pourriez un peu nous parler des sorties de crise? Bon, je pense que nous sommes dans une situation effectivement de crise où les populations civiles ont manifesté leur ras-le-bol par rapport à la gouvernance, où un mouvement a su canaliser ce ras-le-bol-là et le conduire jusqu'à pratiquement à l'impasse face au pouvoir en place. Et je pense que si les militaires n'étaient pas intervenus, la situation se serait davantage dégradée. Les gens n'allaient pas reculer, c'était certain, parce que quand les gens ont vu des morts, ont bravé la mort, ils ne reculent plus. Et c'est vrai que les militaires ont mis fin à cette situation. Les militaires sont les fils et les filles de la population malienne. Donc, ils ne pouvaient pas regarder de façon désintéressée cette situation perdurer. Ils sont intervenus. Pour moi, ils ont parachevé effectivement l'action des populations, l'action du M5 RFP, qu'il faut saluer et qu'il faut respecter. Et je pense que la sortie de crise demanderait beaucoup de doigté aux jeunes militaires qui ont parachevé ce travail, beaucoup de doigté, beaucoup de lucidité, beaucoup de bon sens pour essayer avec le M5 qui drainait vraiment tous les mécontentements, qui drainait toute la volonté de changement donc, de la politique en vigueur à l'époque, pour ensemble mettre en place une transition civile qui nous éviterait le coup d'État et qui permettrait au pays de s'occuper de ses principaux problèmes. Le Mali est un pays qui doit recouvrer son intégrité territoriale. Le Mali est un pays qui doit faire en sorte que ces populations qui ont été décimées puissent retourner sur place. Le Mali est un pays qui doit savoir comment et pourquoi ces choses-là se sont passées. Comment est-ce que, du jour au lendemain, des populations qui vivaient ensemble, en toute harmonie, en toute fraternité, se découvrent communautés antagoniques, soutenues par une mauvaise gouvernance.
et qui se mettent à se tirer dessus, à se chasser de leur lieu habituel de vie pour destination inconnue. Donc, le Mali est un pays qui doit recouvrer son intégrité territoriale, est un pays qui doit faire en sorte que les deux tiers de son territoire aujourd'hui qui échappe, on le sait, à l'État, puissent revenir dans le giron de l'État et dans les bonnes conditions. Donc je pense se mettre d'accord avec le M5, ce qui n'exclut pas, de mon point de vue, si nous sommes lucides, la participation de l'ensemble des forces politiques et sociales, mais c'est quand même les forces qui ont enclenché le changement, les mettre devant, mettre en place une transition civile et je pense créer les conditions après le retour de la sécurité, après le retour de la cohésion sociale, créer les conditions d'élections libres et transparentes. Libres et transparentes. Tous les mots du Mali sont partis d'élections pas libres, pas transparentes, de manœuvres inqualifiables, dont on a parlé déjà en 2007. Le président de la Cour constitutionnelle, Salif Kanité, que Dieu ait son âme, a dit à l'époque que tout le monde s'est installé à domicile dans la fraude. Et depuis, on n'a rien corrigé. Depuis, on a amplifié le phénomène jusqu'au résultat que nous avons connu. Donc, mettre une transition civile en place, créer les conditions donc, de la paix, du retour de l'intégrité du territoire, du retour des réfugiés dans leur lieu de vie, du retour de nos réfugiés dans notre pays, et créer les conditions du retour de notre administration sur l'ensemble de notre territoire. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire par rapport à cela et voir, en réalisant par exemple le code électoral, en réalisant la charte des partis, comment organiser des élections pour de vrai, libres et transparentes. Et après ces élections-là, que les Maliens qui ont élu leurs représentants dans des conditions de transparence regarde s'il y a lieu la refondation de l'État, et puis tous ces problèmes-là dont on parle aujourd'hui, mais qu'une transition n'est pas censée gérer. Une transition n'est pas censée gérer. Donc je pense qu'il faut aller très rapidement à une transition civile, parce que dans le monde moderne, dans l'espace où nous sommes, la CEDEAO, comme l'Union africaine, comme les Nations unies en général, les coups d'État ne sont pas acceptés, les coups d'État ne sont pas tolérés. Et notre pays, déjà hyper pauvre, ne peut pas souffrir un embargo. Donc, plus nous allons traîner, plus les populations vont souffrir, plus nous allons traîner, et plus la résolution des problèmes va reculer. Et il ne faut pas traîner, je pense, il faut aller très rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je pense que ça a été d'une manière magistrale. On ne peut pas trouver mieux que ça. Monsieur le ministre, effectivement, le pays a connu ces difficultés et qui a affecté aussi le tissu social. Je dirais une personne, et pas les moindres, qui a été l'autorité morale du mouvement, et tout le temps, c'est vraiment le très respecté, comme on le dit, l'éclairé, l'imam Mamoudiko. Il y a vraiment quelque chose qui nous a tous touché de ce monsieur qui a prouvé son patriotisme et qui pendant tous ces moments n'a fait que prôner la paix, l'amour, la tolérance. On se souvient le vendredi, d'après le coup, vraiment, il a failli faire pleurer le monde quand il a demandé à toutes les couches de la société de se donner la main, et les Peuls, et les Dogons, et les mouvements de rebelles, et tout le monde, et il a dit, tolérons-nous, pardonnons-nous, et il a appelé encore, pardonnez à mon grand frère, s'il vous plaît, Ibrahim Boubacar Keïta, pardonnez-le. Monsieur le ministre, que vaut ce genre de message? Moi, je pense que c'est un excellent message. Je pense que c'est un grand monsieur qui a joué son rôle, qui a fait son devoir. C'est un citoyen malien qui a pensé qu'il pouvait effectivement jouer sa partition dans la situation que nous traversions.
si j'analyse ses propos, on voit très bien qu'il ne voulait pas aller jusqu'à ce dénouement-là. Il voulait un changement de politique, il voulait que les conditions de vie et de travail des Maliens soient meilleures, il voulait de meilleures conditions de sécurité, il voulait plus de cohésion sociale, et il s'est battu pour ça, pas forcément pour que le président de la République tombe. Malheureusement, en face, la réponse n'a pas été celle qui pouvait aboutir à cela, et donc je pense qu'il a fait son travail. Et en appelant à la paix, en appelant au calme, je pense qu'il a véritablement joué son rôle d'homme lucide, d'homme aimant son pays et d'homme s'étant investi pour que la paix et la sécurité reviennent dans son pays. Et il faut le saluer pour cela. Il faut le saluer pour cela. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il était accompagné d'hommes et de femmes, autant de personnes qui aiment leur pays et qui voulaient le changement, qui l'ont accompagné dans sa mobilisation à la tête des populations maliennes qui, comme je le dis encore, voulaient le changement de politique. C'est la politique qu'on voulait changer, ce n'est pas les hommes. Malheureusement, l'entêtement en face a fait que ça a emporté aussi les hommes. Et donc, il faut le saluer, et saluer encore davantage le fait qu'ils disent « je retourne à ma mosquée ». Je suis un imam, je retourne à ma mosquée. Il faut que chacun puisse dire ça au Mali, que chacun puisse dire ça au Mali. Je suis imam, je retourne à ma mosquée. Je suis soldat, je retourne à mes casernes. Je fais mon travail et je retourne à mes casernes. Il faut que chacun s'investisse. Je suis politique, je fais de la politique. Je fais de la politique. Mais faire la politique, ce n'est pas la politique du ventre. Faire la politique, c'est avoir une ambition pour son pays. Faire la politique, c'est avoir une vision pour son pays. C'est avoir un engagement pour son pays. Et il faut avoir les idées qui font que ce pays-là puisse vivre en paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, et puis dans le respect des droits de chacune et de chacun. Parce que si on ne respecte pas les droits de chacune et de chacun, mais ça conduit à des situations comme ça. Hein? En off, on disait, c'est déjà le 4e coup d'État au Mali. En si peu de temps. En si peu de temps. Mais en 91, 92, quand on a fait la Constitution, et c'est les meilleurs esprits de l'époque qui ont travaillé sur cette Constitution-là, donc il faut pas marcher dessus. Les hommes ont failli, ce n'est pas les textes. Il ne faut pas marcher dessus. Les meilleurs esprits ont regardé la situation, ont analysé et ont trouvé ces textes-là pour faire avancer notre pays. Et ce n'est pas pour rien que dans ces textes, ils ont dit le coup d'État est un crime imprescriptible. Imprescriptible, parce qu'on pensait qu'il n'y aurait plus jamais de coup d'État dans notre pays. Il n'y aurait plus jamais de rupture par la force de la constitutionnalité. Hein? Donc, cela, je pense, il faut travailler à ce que ce soit la réalité. Quand les choses ne marchent pas dans un pays démocratique comme le nôtre, quand les choses ne marchent pas, quand les choses n'avancent pas, c'est la politique qu'il faut changer. C'est pour cela que le président de la République nomme le Premier ministre, mais le président de la République ne peut pas démettre le Premier ministre. Le gouvernement est autonome du président de la République et c'est le gouvernement qui mène la politique, qui définit la politique et qui la mène. Ça signifie quoi? Ça signifie que si la politique en cours n'est pas bonne, il faut faire tomber le gouvernement par une motion de censure à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne veut pas faire une motion de censure, le président de la République, qui est l'élu de la nation, qui est à lui tout seul une institution, lui, il peut dissoudre l'Assemblée nationale et en ce moment, le pouvoir revient au peuple qui souverainement se prononce, soit lui renvoie la même Assemblée nationale, la même configuration et donc le gouvernement reste, soit va dans le sens que lui, il a souhaité analyser et en ce moment, la majorité à l'Assemblée nationale change et le gouvernement s'en va. Et on met en place une nouvelle politique, une autre politique différente de celle qui existe. Le président de la République ne définit pas la politique de la nation
dans notre Constitution. Il ne conduit pas la politique de la nation. Malheureusement, avec l'aplatissement des acteurs politiques, avec l'aplatissement des hommes politiques, des partis politiques, bon, les choses se géraient de telle façon que le président de la République faisait tout ce qu'il voulait. Et personne n'était là pour lui dire ah, attention, ce n'est pas dans tes prérogatives ça. Ce n'est pas dans tes prérogatives. Mais si personne ne parle, naturellement, les choses d'elles-mêmes vont vers le mieux. Et c'est ça malheureusement qui s'est passé. Très bien court, c'est un cours de politique, je pense que très bien dit. Je pense que Guineba a encore quelque chose à demander à M. le ministre avant qu'on termine cet entretien en beauté. Non, je pense que je suis satisfaite des réponses données. C'est sûr? Merci. Oui. Merci, Si donc la nouvelle génération, ces enfants qui sont les futurs politiciens, arrivent à tirer des leçons déjà de ce que dit M. le ministre, c'est tant mieux, M. le ministre. Monsieur le ministre, on appelle, comme on le dit chez nous, votre mot pour terminer cet entretien en beauté. Je vous remercie, je remercie vos téléspectateurs. On ne peut pas faire une telle émission sans avoir une pensée pieuse et à la mémoire de tous nos morts, civils comme militaires. Ceux qui, depuis de longues années maintenant, se sacrifient pour que ce pays puisse tenir. Et pour les morts des derniers événements, on ne peut pas ne pas penser à nos frères et sœurs qui sont déplacés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de notre pays. On ne peut pas ne pas penser à celui qui aujourd'hui symbolise toute la faillite de notre État, à notre frère Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition à l'époque, et qui pendant les campagnes électorales, a été donc kidnappé et qui aujourd'hui n'est pas parmi nous. Donc une pensée pour lui, et des prières fortes pour qu'il nous revienne sain et sauf. Que lui et tous ceux qui, comme lui, des inconnus, qui sont dans les mêmes conditions, parce qu'il y a des travailleurs de l'administration, il y a des militaires, il y a des personnes civiles qui sont dans ces situations-là, et donc prier pour que notre pays puisse surmonter cette crise dans les meilleures conditions et puisse faire face à ces problèmes-là. Et souhaiter aussi que nous soyons des hommes et des femmes qui avons le sens de notre pays, qui voulons le meilleur pour notre pays et qui nous engageons pour que ce meilleur-là advienne et le plus rapidement possible. Et ça signifie qu'il faut mettre son ego de côté et voir seulement le Mali. Les institutions, c'est extrêmement important. Et c'est Barack Obama qui l'a dit, non? Avoir des institutions fortes. Bien sûr. Ça vaut mieux que d'avoir des hommes forts. Parce qu'il n'y a pas d'hommes forts. Tout à fait. C'est les institutions Qui sont fortes. D'accord. Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a jamais de plus petit que soi. Voyez-vous, votre fille tout de suite vient d'apporter un meuble dans la maison pour embellir, sinon on serait parti sans avoir ces autres promotions. Donc merci pour elle. Absolument. Une fois de plus, merci monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup de courage, de bonne chance et beaucoup de succès. Merci. Mais ça commence par le courage. Merci beaucoup. Très bien. C'est gentil. Merci d'être venu.